Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté donc du coup cette invitation d'échanger, de converser sur la question de la liberté d'aller et venir durant l'épidémie. On avait un peu travaillé avec l'espace éthique autour de cette thématique-là. Il y a des enjeux éthiques qui sont très forts sur cette thématique. Et donc, on avait envie d'avoir différents regards, on avait envie d'avoir différentes interventions sur ce sujet. Et donc, je vais peut-être commencer d'emblée à vous donner la parole quelques minutes pour que vous puissiez vous présenter. Vous le feriez mieux que moi. Et puis ensuite, on va commencer à échanger ensemble sur ces enjeux éthiques autour de la liberté d'aller et venir. Donc, je donne peut-être tout de suite la parole à Hervé Guillemin pour que vous puissiez vous présenter en quelques mots. Oui, donc Hervé Guillemin, moi je suis historien, enseignant-chercheur à l'Université du Mans. Ma spécialité, c'est l'histoire de la psychiatrie, l'histoire de la folie, mais j'enseigne l'histoire globale de la santé au 19e siècle et au 20e siècle. C'est à ce titre-là que je peux me permettre de parler également des épidémies. Merci beaucoup. Quelques mots de présentation, Magali Bouteille. Bonjour, je suis Magali Bouteille, je suis maître de conférence en droit privé à l'Université du Mans et je travaille sur toutes les questions relatives au droit de la santé, à la recherche et plus largement le droit des personnes. Merci. Docteur Manuel Orsa, je vous donne la parole pour une petite présentation. Oui, Manuel Orsa, je suis médecin psychiatre au Mans, membre du groupe éthique de l'hôpital du Mans, dont la présidente est présente aussi aujourd'hui. Et je m'intéresse particulièrement à des questions médico-légales autour de la psychiatrie, ce qui fait que la question de la liberté d'aller et venir, qui est une question essentielle en psychiatrie légale, m'intéresse particulièrement. Très bien. Et puis, on termine par le docteur Florence de Siron. Alors, donc Florence de Siron-Debieuvre, je suis en fait urgentiste, je suis présidente du groupe éthique de l'établissement du Mans, également référente pour le territoire de la cellule éthique de tous les établissements du GHT. Je suis donc urgentiste sinon et responsable du SAMU 72. Et puis, il faut aussi dire que Magali, elle est également membre du groupe éthique du centre hospitalier du Mans. Donc, vous avez 3 représentants du groupe éthique. Très bien. Donc, moi, je me présente juste en quelques mots. Donc, je suis Aurélien Dutier, je suis chargé de mission à l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire. Et puis, avec nous, il y a Miguel Jean, qui est le directeur de l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, qui est là pour lire et puis qui interviendra pour pouvoir reposer au cours de la table ronde les questions que donc les internautes peuvent poser via le chat sur la chaîne YouTube de l'espace éthique. Donc ça, c'est important. N'hésitez pas à poser vos questions en cours de cette webconférence pour pouvoir poser vos questions aux différents intervenants. Alors du coup, on avait envie de commencer par Hervé Guillemin sur la dimension historique, les différentes perspectives autour de cette question de la liberté d'aller et venir, pour comprendre les enjeux et l'expérience des différents confinements. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas le lot de toutes les périodes des épidémies que dans ces périodes-là, il y a une forte régulation de l'État sur les allées et venues des individus, sur les libertés fondamentales et individuelles des personnes? Et est-ce que c'est pas le lot aussi de toutes les épidémies qu'il y ait ce temps de contrôle, peut-être de surveillance forte de la régulation des allées et venues? Qu'est-ce que finalement on peut dire à titre de comparaison entre ce qui se passe autour de cette restriction des allées et venues, de la liberté d'aller et venir actuellement, et puis peut-être avoir quelques points de comparaison avec d'autres situations, avec d'autres épidémies dans l'histoire? Merci Aurélien. Oui, comme je le disais tout à l'heure, donc moi je suis plutôt spécialiste d'histoire de la psychiatrie. Mais il n'empêche, comme quelques collègues historiens, on a été un petit peu sollicités, convoqués pour dire des choses, pour comparer des situations historiques avec la pandémie que nous connaissons. Et donc, même si je ne suis pas spécialiste, en tant que chercheur, je suis spécialiste de cette question en tant qu'enseignant. Et surtout, pour cette intervention brève, je vais m'appuyer sur des textes qui ont été publiés sur le site web d'Icopolis et qui permettent de faire le point sur des choses qu'on connaît moins, la polio, la fièvre jaune, la grippe espagnole, et justement pour vous apporter des points de comparaison. Alors très clairement,
je voudrais aussi dire que comparaison n'est pas absolument raison et que je me méfie des récits historiens qui relativisent la nouveauté de la pandémie, comme d'ailleurs des récits qui peuvent les surdramatiser. Donc, je vais essayer d'apporter des choses vraiment très, très concrètes. Et de fait, les pandémies, les épidémies reposent à chaque fois, parce qu'elles posent la question de la contagiosité, forcément, la question des libertés d'aller et venir. Alors, la Covid, quoi de neuf, au fond, pour moi, en tant qu'historien? D'abord, je vais mettre de côté les choses qui sont pour moi similaires, pour insister justement sur les choses un petit peu différentes. Il y a des choses similaires avec d'autres temps d'épidémie et d'autres pandémies sur ce temps que nous vivons. Il y a d'abord le lien avec la globalisation des transports, par exemple. Ça, c'est très connu. Il y a la question de la recherche du remède miracle, en l'absence de traitement efficace, et puis le recours finalement au masque, à la désinfection. Ça, c'est un grand classique. L'évolution en vague, avec ces graphiques qu'on connaît par cœur maintenant, ça, on les avait dès le début du XXe siècle pour la grippe espagnole. Les rumeurs, les controverses autour des enjeux politiques de la gestion épidémique, et même, je dirais, tout discours de résistance au vaccin qui est contemporain de l'émergence en fait, du vaccin de la variole en 1800. Mais, donc ça, c'est ce qui est vraiment commun. C'est le fond commun, on va dire, de ce qui existe pour les épidémies. Mais il y a des choses qui me semblent absolument nouvelles dans cette pandémie de la Covid-19. C'est deux choses qui peuvent apparaître contradictoires, mais qui, en fait, à mon avis, expliquent qu'on va justement avoir des éléments nouveaux sur la question de la restriction de la liberté de circuler. D'abord, c'est le fait que la maladie n'est pas complètement visible. Une partie des malades sont dits asymptomatiques, alors qu'habituellement, dans les grandes pandémies, le malade se voit. Le grippé tousse, le colérique meurt, il est complètement bleu, etc. Donc, quelque part, le mal est potentiellement invisible. Et en même temps, à l'inverse, ou peut-être en renforcement de ça, cette épidémie, elle est hyper visible médiatiquement. On a tous en tête ces statistiques, ces cartes. On peut suivre minute après minute, territoire par territoire, ville par ville, l'évolution de l'épidémie. Donc, ça génère une véritable anxiété, c'est-à-dire qu'il y a un truc invisible qu'on voit énormément. Et ça, à mon avis, c'est entièrement nouveau et ça suscite des craintes qui peuvent jouer sur la manière dont, par la suite, évidemment, on pèse, on prend des décisions de restriction des libertés qui n'existaient pas auparavant. Alors, il y a en quelque sorte la question de la liberté se pose en termes absolument nouveaux, en quelque sorte, mais en même temps, on utilise des moyens super anciens, super traditionnels. L'isolement, la quarantaine, les freins à la liberté de circulation, c'est des choses qui existent depuis au moins le Moyen-Âge. Au-delà, je n'en risquerai pas à développer. Donc oui, la question de la liberté est au cœur de cette gestion de la pandémie. Et juste une petite parenthèse, la Covid interroge aussi, à mon avis, la capacité des États à gérer cette situation pandémique, notamment en relation avec leur culture de la liberté. Moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est qu'on montre comme des exemples d'États qui gèrent bien la pandémie, des États qui ne sont pas des États libéraux, des États dictatoriaux, ou des États où les populations sont super disciplinées. Et ça pose quand même sacrément question. On souligne moins rarement le fait qu'il y a aussi des États hyper démocratiques, peut-être plus petits, notamment gérés par des femmes, ça a été bien montré, comme la Nouvelle-Zélande, qui réussissent très bien à gérer la pandémie, en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a des questions vraiment politiques majeures là, qui peuvent se poser. Alors 3 points, je vais insister sur 3 points. À partir de là, à partir d'exemples très concrets historiques. Que je tire justement de cette lecture des notices de Dicopolis. Le premier point, c'est la mise en balance systématique dans l'histoire entre les enjeux de santé, qui sont aussi les nôtres, et les enjeux commerciaux, qui sont aussi les nôtres. Il y a quelques jours, on avait des débats sans fin sur qu'est-ce que c'est un commerce essentiel, non essentiel, des choses sur le Black Friday, je passe, tout le monde connaît ça. Donc, évidemment, ça, c'est une question historique majeure.
il y a toujours eu une confrontation majeure entre la liberté de commercer et le droit à la bonne santé, en quelque sorte. La dernière grande peste en France, à Marseille, au début du XVIIIe siècle, a été déclenchée en fait par la rupture de l'embargo qui avait été mis sur le débarquement de marchandises dans la ville. Les commerçants ont forcé et ça a généré la dernière grande peste française. On le voit aussi au XIXe siècle, au moment où se développe le commerce par bateau, par navire à vapeur, ou les grandes migrations transatlantiques, par exemple, par navire à vapeur. Les déplacements sont plus rapides, les épidémies sont aussi plus rapides à se diffuser. Et donc, les États essayent de gérer tant bien que mal, de réfléchir en tout cas à la manière de réguler les libertés de circuler. Et on le voit par exemple avec un exemple qui est assez peu connu, c'est la régulation des questions sanitaires pour le pèlerinage de la Mecque, qui est déjà très important au XIXe siècle. Et les Européens qui n'ont qu'une peur, c'est de voir débarquer à nouveau le choléra de l'Orient vers le continent européen, notamment par le biais des pèlerins qui arrivent par exemple de l'Inde, qui passent par la mer Rouge et qui arrivent à la Mecque et qui, en quelque sorte, amèneraient avec eux le choléra qui pourrait ensuite se diffuser en Europe. Eh bien, il y a des conférences internationales au XIXe siècle qui vont essayer d'organiser en fait la liberté de circuler des individus, des pèlerins, en mettant des espaces de quarantaine nouveaux, non plus en Europe, non pas à la Mecque, mais bien au-delà, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. En quelque sorte, on externalise, si vous voulez, la quarantaine, la gestion sanitaire, on la repousse pour pouvoir commercer tranquillement. Donc ça me semble déjà un premier aspect, et je crois qu'on le ressent tous, on discute tous de ça aujourd'hui, la balance entre le commerce, la liberté de commerce, et puis la liberté individuelle de circuler. Alors ça, c'est un premier aspect important, me semble-t-il. Deuxième aspect important, à partir aussi d'exemples historiques, c'est que les pandémies et les épidémies ont créé de nouveaux espaces dédiés justement au contrôle sanitaire des populations. Chaque épidémie repose la question de la libre circulation des individus de manière différente, pas forcément avec les mêmes individus, pas forcément avec les mêmes types de circulation. Évidemment, au XIXe siècle, la question des vacances à Noël, ça ne se pose pas, ou la question de la station de ski ne se pose pas. Par contre, par exemple, j'en donne un exemple qui est vraiment frappant, c'est pendant la grippe espagnole. La grippe espagnole, la deuxième vague de la grippe espagnole a eu lieu il y a 100 ans et quelques, en octobre 1918. C'est la deuxième grande vague, la plus forte, la plus puissante, celle qui va faire le plus de morts. Eh bien, cette grande vague de grippe dite espagnole, qui n'avait rien d'espagnol comme on le sait, en fait, elle pose la question, parce qu'on est en pleine guerre, la guerre se termine, vous le savez tous, un mois après, en novembre 1918, et donc, l'État se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on autorise le retour des soldats permissionnaires, quitte à complètement contaminer les familles par le biais de leur retour, ou est-ce qu'on bloque leur circulation, quitte à saper un peu le moral des soldats alors qu'il faut absolument terminer la guerre ? Eh bien, l'État va décider très clairement d'autoriser les permissions parce qu'il donne la priorité, en quelque sorte, à l'effort de guerre. Et donc là, la liberté de circulation, au détriment de la santé des populations, a été très clairement à balancer du côté de la liberté des soldats. Dans le cas de la peste de Marseille, que j'ai cité tout à l'heure, une fois que les marchandises sont débarquées et que la maladie arrive, on isole la ville, on met les gardes aux portes, on exige des billets de santé, c'est un peu l'ancêtre de notre fameuse attestation, mais ça ne marche pas, c'est trop tard, les mesures d'isolement là, sont prises trop tard et on a 1000 morts par jour à Marseille, à une époque où il y a beaucoup moins d'habitants qu'aujourd'hui, vous imaginez l'hécatombe. Dans certaines épidémies, on a été jusqu'à créer de nouveaux lieux spécifiques, par exemple pour la tuberculose. Tuberculose, vous connaissez bien les sanatoriums, des lieux de cure à la montagne, par exemple, au grand air,
au bord de mer, mais on a aussi créé, c'était vrai par exemple dans les hôpitaux psychiatriques il y a 100 ans, on a créé des pavillons spécifiques pour tuberculeux, pour les malades mentaux tuberculeux. Et en quelque sorte, ces malades étaient doublement ou triplement enfermés, hein, ils étaient hospitalisés, internés en hôpital psychiatrique, puis dans l'hôpital psychiatrique isolé dans cette institution, et de fait, ils avaient encore moins de droits de circulation que les autres. Et le troisième, je dirais la double peine ou la triple peine, c'est qu'ils se retrouvaient ensemble, surinfectés en quelque sorte, puisqu'on met ensemble des gens qui sont très très malades. Cette situation, à ma connaissance, n'a pas été critiquée à cette époque-là. Je pense que ça, c'est une vraie différence avec aujourd'hui. On n'a pas du tout le même regard sur cette situation-là, si ce n'est quelques architectes qui ont proposé après des hôpitaux psychiatriques un peu plus compatibles avec la tuberculose. L'exemple le plus frappant de nouveaux lieux, c'est celui de la lèpre, qui a donné lieu à la production de nouveaux espaces de relégation au début du XXe siècle. Là, je donne quasiment que des exemples d'il y a 100 ans, pas très très loin. L'idée, c'était d'isoler des malades pauvres en Amérique du Sud, en pleine jungle, Pérou, Brésil, etc., pour éviter la contamination, même si la contagiosité n'a rien à voir avec celle, par exemple, de la Covid. Ce qui est très intéressant, cet épisode est très connu parce que ces espaces de relégation pathologiques et sociaux ont été critiqués par quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelait alors Ernesto Guevara de la Serna et qui après a été connu sous le nom de Che Guevara et qui alors est en train, dans les années 50, de faire son tour à motocyclette de toute l'Amérique du Sud. Et c'est très clairement au contact de cette réalité de la privation de liberté de ces individus qu'il a commencé à construire son discours révolutionnaire et qu'il est devenu celui qui est devenu. Je vous renvoie ici à un très très beau film qui s'appelle Carnet de voyage, qui raconte ce voyage et cet épisode de la léproserie et de la prise de conscience de la double peine de ces individus et de l'isolement de ces individus dans sa carrière est central dans le film. Alors le dernier point, s'il me reste encore 2 minutes, c'est la question des inégalités sociales en temps de pandémie. Les personnes qui sont touchées dans les pandémies ne sont jamais les mêmes. Ça, c'est très clair. Pendant la période de la grippe espagnole, ce sont des jeunes adultes qui sont morts en majorité, probablement dénutris, touchés par la guerre, etc. Le choléra au XIXe siècle, il touche des riches, des pauvres, indistinctement. Le Premier ministre, en 1832, l'équivalent du Premier ministre, il en meurt. Il est au cœur de Paris, il en meurt également. Aujourd'hui, on sait très bien, les enquêtes un peu sociologiques sur les malades du Covid, les gens qui sont morts du Covid, on sait que ce sont des personnes âgées, ce sont des hommes particulièrement affaiblis par les facteurs de comorbidité, mais on sait aussi que ça frappe distinctement un certain nombre de milieux sociaux. Il y a un article d'un jeune chercheur qui est sorti il n'y a pas longtemps et qui explique que la Covid, on devrait la penser comme une pandémie raciale également. Alors, aux États-Unis, c'est une évidence parce qu'on a des statistiques, parce qu'on a le droit de faire des statistiques, et on sait que les Latinos, les Afro-Américains sont beaucoup plus touchés. En France, on sait un peu moins, même si on constate, par exemple, dans les statistiques de la Seine-Saint-Denis, les travailleurs pauvres, issus de l'immigration, deuxième génération de ces territoires pauvres, ils sont plus touchés que les autres. Il suffit de voir, par exemple, les enquêtes qui ont été menées sur les clusters dans les abattoirs ou les foyers, par exemple, de migrants. Face à ce phénomène, qu'est-ce que peut dire l'historien? Ça, c'est deux remarques avant de conclure. Souvent, on a effectivement considéré les quartiers pauvres, par exemple, comme des menaces. Durant l'épidémie de peste de Marseille, au XVIIIe siècle, la dernière en France, face au risque de contagion, les premiers quartiers qui ont été fermés, ce sont les quartiers pauvres de Marseille et ce sont les vagabonds que l'on a enfermés en priorité. Alors, je ne sais pas s'il y avait une raison précise médicale, mais en tout cas, c'est un constat qu'on peut faire. Et il existe toujours un traitement différentiel des groupes sociaux en temps d'épidémie.
Je conclus rapidement à partir de la question qui a été posée tout à l'heure, notamment par Aurélien Duthier. La question donc posée aujourd'hui dans ce séminaire, c'est celle de la conciliation entre la sécurité sanitaire, la santé et la liberté individuelle, la liberté de circulation. On a vu donc que dans l'histoire, ça répond en fait, selon les contextes et selon les types d'épidémies. Évidemment, les épidémies ne se diffusent pas toutes de la même manière. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer la typologie des épidémies. Ça répond donc à des facteurs historiques qui sont toujours opérants aujourd'hui, mais qui me semblent aujourd'hui exacerbés par la pandémie de Covid-19, parce qu'il faut bien le dire, ce virus est particulièrement vicieux. Il teste toujours plus nos sociétés dans leurs fondements et dans leurs certitudes. Ce qui me semble absolument nouveau dans ces situations-là, c'est l'intérêt que nous avons, et nous y participons ici, pour les effets sociaux et les effets psychologiques des épidémies. Et ça, à ma connaissance, il n'y a jamais eu, on va dire, de recul des contemporains sur une épidémie pour penser quels effets traumatiques, psychologiques ou quels effets sociaux ça pourrait avoir. Ça me semble véritablement nouveau. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce topo. Un grand merci avec Guillemin pour ces propos. Et puis on voit combien les problématiques que vous avez évoquées, elles font vraiment écho avec effectivement les problématiques actuelles, que ce soit sur la question des inégalités des populations spécifiques, qu'on peut peut-être protéger, mais aussi isoler, exclure, surveiller particulièrement, la question de la balance entre cette liberté et puis des impératifs sanitaires, la question de l'économie, tout ça, ça s'invite de façon très forte aujourd'hui. Donc, c'est intéressant d'avoir cette perspective-là pour pouvoir effectivement aborder de façon un peu nouveau les enjeux éthiques de la pandémie aujourd'hui. Je me tourne maintenant vers Magali Bouteille-Brigand, parce que par rapport aux éléments juridiques, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de questionnements de la part de responsables d'établissements, de professionnels pour savoir jusqu'où, sur quel cadre juridique peut se penser aujourd'hui la limitation de la liberté des personnes vulnérables. Il y a beaucoup de questionnements sur la question de la responsabilité juridique, mais aussi de jusqu'où on peut aller dans cette limitation de la liberté, et puis de questionnements sur finalement le cadre juridique dans lequel il y a cette restriction. La liberté d'aller et venir, c'est une liberté constitutionnelle, c'est une liberté fondamentale. Finalement, comment le droit justifie, le droit permet de penser cette exception aujourd'hui? Merci Aurélien. Alors donc, juste pour rappel, la liberté, elle est au sommet de notre devise républicaine, des valeurs de notre République. Et selon l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. En d'autres termes, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Elle doit donc s'exercer dans le respect des droits des uns et des autres. Cette conciliation entre les libertés des uns et les libertés des autres va confiner souvent à un numéro d'équilibriste, et la crise de la Covid est actuellement une parfaite illustration de ce propos. Cette crise met en effet en évidence un conflit pouvant opposer les libertés individuelles et l'intérêt collectif, ou pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, plus précisément, entre la liberté d'aller et venir d'une part et le droit à la protection de la santé d'autre part. Il n'aura échappé à personne que le confinement a quelque peu entravé nos libertés de toute nature, liberté d'aller et venir bien sûr, mais liberté de religion, liberté de culte, liberté des funérailles, liberté du commerce et de l'industrie. Toutes les libertés ont été atteintes. Une question est donc sur toutes les lèvres, et Aurélien vient de me la poser. Le droit à la protection de la santé peut-il justifier toutes les atteintes à nos libertés? Alors, je vous le dis tout de suite, une réponse trop catégorique serait malvenue. La conciliation entre ces deux libertés s'accommode mal de solutions manichéennes ou de réponses tranchées. Elle nécessite l'acceptation qu'il existe des nuances, dont le système juridique, plus que le tribunal médiatique, sait faire preuve. Aussi, il conviendra de constater que si
le droit à la protection de la santé peut justifier certaines atteintes à la liberté d'aller et venir. Celles-ci doivent être légitimes et pour être légitimes, elles doivent remplir certaines conditions qu'il paraît difficile actuellement de pouvoir apprécier. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer que le droit à la protection de la santé peut justifier certaines atteintes à la liberté d'aller et venir. Alors, le droit à la protection de la santé est affirmé dans différents textes internationaux et nationaux. Au titre national, il figure dans le préambule de la Constitution de 1946, ce qui en fait un objectif à valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que cela met à la charge de la nation la protection de la santé. La nation garantit à tous la protection de la santé. L'État doit donc prévenir, sauvegarder, faire en sorte qu'il ne soit pas porté atteinte à la santé. À l'opposé, la liberté d'aller et venir est elle aussi une liberté fondamentale et peut-être la plus emblématique. Elle a elle aussi une valeur constitutionnelle, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Elle implique le droit de se mouvoir, de stationner, de séjourner sur tout le territoire. Mais cette liberté en temps normal n'est déjà pas une liberté absolue, puisque le droit admet en toutes circonstances que des dérogations lui soient apportées pour préserver l'ordre public. C'est le cas, par exemple, quand on admet la détention de certaines personnes qui portent atteinte ou qui menacent l'ordre public. C'est le cas, par exemple, des contrôles d'identité qui peuvent être faits sous certaines conditions strictes sur lesquelles je ne m'étendrai pas maintenant, mais il existe d'ores et déjà des atteintes à la liberté d'aller et venir. À ces dérogations pérennes peuvent s'ajouter des atteintes plus larges en cas de menace grave à la démocratie et à la vie nationale. Ces menaces graves peuvent rendre nécessaires des atteintes à notre droit. C'est ce qu'on a appelé la théorie des circonstances exceptionnelles. Alors, cette théorie justifie de manière générale l'état d'urgence. C'est aussi cette théorie qui a justifié la création d'un dispositif permettant, en matière sanitaire, d'apporter des réponses en cas de menaces graves à la santé publique. Et c'était aussi cette théorie des circonstances exceptionnelles qui a justifié la création en mars 2020 de l'état d'urgence sanitaire pour répondre non plus à une menace, puisque la menace était déjà présente, réalisée, mais à une catastrophe sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire justifie actuellement que soient portées des atteintes graves à la liberté d'aller et venir, puisqu'il autorise le Premier ministre à réglementer ou interdire la circulation des personnes, à interdire aux personnes de sortir de leur domicile et à ordonner des mesures ayant pour objet la quarantaine. Il autorise aussi d'autres mesures, mais je me suis contentée des mesures portant atteinte à la liberté d'aller et venir. Pourtant, ces dispositions restrictives de nos libertés, très restrictives de nos libertés, ne sauraient être considérées comme un blanc-seing pour notre exécutif, puisqu'elles ne seront considérées comme légitimes que si elles remplissent deux conditions, que sont la nécessité et la proportionnalité. Alors, la nécessité, elle implique que les mesures restrictives ne soient prises qu'en dernier recours. En d'autres termes, elles impliquent qu'il n'existe pas de solution exclusive d'une atteinte aux libertés qui permettrait d'atteindre le même but. La proportionnalité, quant à elle, implique qu'il ne soit pas porté plus d'atteintes aux libertés que nécessaire. Donc, il faut donc bien mesurer qu'est-ce qui est strictement nécessaire, quelles sont les atteintes aux libertés qui sont strictement nécessaires. Ces conditions de nécessité et de proportionnalité sont des garde-fous dans la situation actuelle, mais il faut bien l'avouer, en tant que juriste, elles me paraissent difficiles à apprécier. Alors, elles seront appréciées par qui? Actuellement, elles le sont par le juge des référés, qui va être justement le gardien de nos libertés. Et c'est lui qui va être confronté par le biais du référé liberté à l'appréciation de l'existence de ces conditions, la nécessité et la proportionnalité. Alors, pourquoi je dis que c'est très compliqué à l'heure actuelle? Je reprends la notion de nécessité. La notion de nécessité, elle suppose que l'on puisse avoir une idée précise de la menace et de sa réalité. Or, actuellement,
on a pu avoir des avis scientifiques qui ont divergé. On a un concert médiatique qui nous dit que finalement, c'est une petite grippette un peu plus grosse que ce qu'on croit. Mais aussi, on a aussi des scientifiques qui nous disent que c'est une menace grave qui met en péril l'équilibre de notre système de santé publique, qui ne nous permettent pas d'accueillir et de traiter correctement tous les malades, et pas seulement les malades du Covid, enfin de la Covid. Donc la première difficulté, c'est la réalité de la menace. Quelle est cette menace et quelle est son ampleur? La deuxième difficulté, c'est l'appréciation de la proportionnalité. Elle suppose que l'on puisse avoir une idée précise, qu'on puisse comparer deux valeurs. Une proportionnalité, c'est on va comparer deux valeurs. Donc, il faut qu'on puisse identifier quelles sont ces deux valeurs. En d'autres termes, en droit, il va falloir qu'on vérifie si les atteintes à nos libertés correspondent à l'objectif visé. Quel est cet objectif? Protection de la santé. Mais que veut dire la santé? Est-ce que c'est juste lutter contre la Covid ou c'est la santé de manière générale? Et la définition de la santé donnée par l'OMS ne nous est d'aucun secours, puisque la santé, c'est l'état de complet bien-être physique, psychique, mental. Alors, si plus raisonnablement, on considère que l'objectif des différentes mesures restrictives, c'est la maîtrise de l'épidémie, ou en tout cas d'empêcher sa propagation et de la faire reculer. Il faut être ici capable de comparer les effets des mesures par rapport à l'objectif. Or, précisément, il paraît difficile de mesurer les effets des mesures. Encore ce matin, j'entendais que certains considèrent que le recul actuel de l'épidémie, qu'on peut constater dans les chiffres, n'est pas forcément associé au confinement ou avant au couvre-feu. Donc, il y a une véritable défiance par rapport aux données. On n'a pas assez de données. En France, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certaines données dont on ne dispose pas. On ne dispose pas, par exemple, non plus, des données suffisantes sur les lieux de contamination. Alors, il y a bien eu des études à l'étranger qui ont été faites pas après un confinement et pas en période similaire, dans des circonstances similaires. Donc, ça ne peut pas forcément nous servir à apprécier la réalité des effets de nos mesures quant au but à atteindre. Donc, en fait, on a deux valeurs qu'on n'arrive pas véritablement à quantifier, ce qui rend difficile l'appréciation de la proportionnalité de ces mesures. Dès lors, le contrôle de cette proportionnalité et de cette nécessité des mesures est empreint d'une certaine forme de subjectivité qui ne va pas dans le sens de la confiance envers ceux qui vont la juger, c'est-à-dire de l'autorité judiciaire et administrative. Et à l'heure actuelle, ces institutions sont elles aussi en déficit de confiance. Mais c'est un autre débat et j'en ai terminé pour ce que je vous avais à vous dire sur la liberté d'aller et venir. Alors, un grand merci pour ces éclairages et puis pour aussi ces questionnements sur cette notion de proportionnalité, de nécessité qui sont au cœur là, des enjeux et puis des questionnements que peuvent se poser différents acteurs. Alors, n'hésitez pas, j'en profite, n'hésitez pas à poser, là je m'adresse aux internautes, les différentes questions, si vous avez des remarques, des questions sur les différents intervenants. En attendant, moi, je me tourne vers le docteur Manuel Orsa, qui est psychiatre et qui, voilà, on voulait vous interroger sur la spécificité de la psychiatrie, parce que la question de la limitation de la liberté d'aller et venir, elle n'est pas nouvelle en psychiatrie, et puis dans l'histoire, il y a des liens très forts, une articulation très forte entre la limitation de la liberté d'aller et venir et puis l'accompagnement, le traitement de la folie. Alors, est-ce que, de votre point de vue, durant cette épidémie, il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il se joue quelque chose de spécifique en psychiatrie autour de cette limitation de la liberté d'aller et venir? C'est difficile de ne pas évoquer Adeline Hazan, qui est l'ancienne contrôleure générale des lieux de privation de liberté, qui a pu, à un moment donné, relever des atteintes graves aux droits fondamentaux dans certains établissements. Alors, voilà, on voulait avoir votre point de vue, vos réflexions sur
ce qui a pu se passer durant les différents épisodes de confinement actuellement autour de cette limitation, restriction de la liberté, spécifiquement en psychiatrie. Merci de me donner la parole. Alors, en effet, il y a sans doute des spécificités en psychiatrie. D'abord, par essence, la maladie mentale est une maladie, enfin, est un champ de pathologie qui entretient, vous l'avez abordé, des relations privilégiées, je dirais, avec la privation de liberté. Avant tout, par la nature des maladies psychiatriques, et on peut très simplement rappeler ce que disait Henri Hay, qui est un éminent psychiatre du XXe siècle, de la maladie psychiatrique. Et il disait de la maladie psychiatrique qu'elle est une pathologie de la liberté. En effet, l'aliénation mentale, les processus psychopathologiques, enfin en tout cas pour certains, ont à voir avec, disons, des interférences avec la liberté du sujet à s'autodéterminer, à être autonome, à s'exprimer, etc. Et parallèlement, les soins qui vont être délivrés aux patients atteints de troubles mentaux, eh bien, vont volontiers emprunter à des privations de liberté. On pourra y revenir. Mais au-delà de ça, on sait aussi très clairement, j'en prendrai pour preuve 2 exemples, que les situations de crise, bon, même si je ne sais pas forcément exactement ce que cela signifie, mais enfin, en tout cas, les situations de grande tension sociale ont un effet plus marqué encore sur les populations atteintes de troubles psychiatriques. On l'a par exemple assez proche, enfin, de manière assez proche, largement observé dans les suites de la crise financière de 2008, où les populations atteintes de troubles mentaux ont été encore plus fortement impactées, notamment à cause de leur fragilité sociale. Et autre exemple, eh bien, la Seconde Guerre mondiale a vu mourir des malades mentaux du simple fait de leur statut de malades mentaux, non pas tant dans le cadre de l'extermination, mais parce que, eh bien, environ 50 000 malades mentaux sont morts dans les hôpitaux psychiatriques, faute d'être traités, faute même d'être parfois nourris. Donc, la psychiatrie entretient à cet égard, et la maladie mentale entretient à cet égard, une certaine fragilité accrue vis-à-vis des crises. Question donc tout à fait cruciale aujourd'hui face à la situation de pandémie. Alors, moi, je voudrais aborder 3 points, en premier lieu desquels celui de la psychiatrie, de la maladie mentale et de l'enfermement. D'abord, pour redire que la psychiatrie est la seule discipline médicale qui a, j'allais dire, le pouvoir, c'est certainement pas de pouvoir dont il est question, mais la possibilité de priver de liberté, et c'est pas vraiment la psychiatrie, mais enfin, disons que seules les maladies mentales peuvent donner lieu à des privations de liberté, ce qui déjà met la psychiatrie dans une position particulière au sein de la médecine. Au-delà de cela, il est évident qu'un certain nombre de pathologies mentales et leur expression, eh bien, disons, altèrent les capacités du sujet à appliquer les mesures barrières, disons, à être précautionneux vis-à-vis de sa santé, d'une manière générale, mais en particulier lorsqu'il y a une diffusion épidémique d'une infection, la compréhension et l'application des gestes peut être difficile. La question du masque, cela a été tout à fait bien souligné, notamment par les pédopsychiatres, la dissimulation de la bouche, la dissimulation d'une partie du visage peut avoir des conséquences tout à fait notables sur le psychisme et être donc très mal vécu, très mal suivi par des patients atteints de troubles mentaux. D'autre part, il est assez trivial de rappeler que dans une bonne partie de la restauration, on va dire, de l'état psychique passe, et on en a fait parfois les preuves, passe par le fait d'être entouré des siens, de ses proches. Et donc, eh bien, isoler les malades mentaux en période de pandémie pourra avoir des effets évidemment délétères sur leur santé psychique, sur leur santé mentale. Pour autant, les populations atteintes de pathologies psychiatriques sont des populations particulièrement vulnérables, notamment à la Covid. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un moindre accès aux soins. Les patients atteints de troubles mentaux sont moins bien suivis en médecine organique, en médecine générale, etc. Elles ont un accès qui est moins facile aux soins. Et puis, la pathologie psychiatrique, notamment la pathologie psychiatrique lourde, est associée à des comorbidités organiques plus sévères liées à différents paramètres, notamment aux comorbidités addictives, par exemple.
ce qui rend les patients atteints de troubles mentaux des proies, je dirais, de la Covid plus importantes. Donc, il va falloir naturellement trouver une manière de protéger tout de même plus électivement ces patients. Ce qu'on observe, et vous l'avez dit, Aurélien Duthier, en évoquant l'alerte d'Adeline Hazan, c'est que la psychiatrie, lorsqu'elle est, disons, dans une situation de crise ou de tension et qu'elle doit faire face à quelque chose de nouveau et de difficile, puisque ça a été, enfin, c'est toujours quelque chose de très difficile que de faire face, en plus de la pathologie psychiatrique dans les circonstances et dans les conditions qui sont celles de la psychiatrie en France aujourd'hui, et bien de faire face en plus à la maladie infectieuse. Eh bien, une des tendances observables, c'est celle du grand renfermement, c'est-à-dire qu'on va fermer, isoler, et c'est exactement ce qu'a dénoncé la contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans une recommandation urgente publiée en mai 2020 et portant sur un établissement qui est celui de Moisselles, où eh bien, l'autorité administrative, en l'espèce là, les directeurs d'hôpitaux, avaient décidé d'enfermer à clé tous les patients de l'hôpital pour éviter qu'ils ne circulent, quel que soit leur statut infectieux, leur maladie psychiatrique, leur état mental, etc. etc. Une sorte de systématicité de l'enfermement pour eh bien, motiver-t-il leur décision pour protéger au fond de la diffusion du virus dans cet établissement. On raisonne ici, enfin, cela résonne très bien avec ce que disait à l'instant Magali Bouteille, la question de la proportionnalité, pas du côté juridique, mais du côté de l'application pratique, au fond, est évidemment ici mise en défaut. En outre, il me semble devoir rappeler que tous les soins, soignés d'une manière générale, est une prise de risque. C'est-à-dire que soigner, c'est s'engager. Alors, engager sa responsabilité au sens juridique, bien sûr, mais c'est surtout engager sa responsabilité en tant que sujet. Quand on est soignant, on met quelque chose de soi dans le soin. Et par conséquent, ça nous rend responsables en tant que soignants, et cette responsabilité, elle doit s'interroger au regard des effets que nos prises en charge vont avoir sur les patients, en particulier lorsque les prises en charge peuvent avoir une dimension coercitive. Et c'est là que cette prise de risque dans le soin me semble devoir résonner avec la question des équilibres, de trouver des équilibres, donc la proportionnalité, mais aussi la rediscussion permanente des décisions qui sont prises, notamment au regard de l'évolutivité importante de la situation sanitaire, mais aussi de la situation clinique psychiatrique des patients, et impliquer les patients, leur entourage, dans les décisions qui peuvent être prises, parce qu'une décision prise à un instant donné pour une situation donnée n'est pas forcément valable 24, 48 heures ou 72 heures après. Mais pour autant, pour finir sur la question de l'enfermement, eh bien, on doit aussi noter qu'à l'annonce du deuxième confinement, des patients, des malades ont sollicité les établissements de santé pour pouvoir être accueillis, pour pouvoir être hospitalisés et passer leur deuxième confinement dans des établissements de santé pour y être hospitalisés. J'y vois là la marque au fond d'un investissement des lieux de soins comme pouvant être des lieux sécurisants, des lieux qui sont accompagnants et sécurisants, et je trouve que ça nous donne une responsabilité encore plus forte. Si des patients ils viennent trouver une forme de sécurité, eh bien, ça nous donne une responsabilité encore plus forte s'agissant de les y protéger, et notamment de les y protéger de privation de liberté arbitraire. Pour poursuivre donc, la question de la liberté d'aller et venir en psychiatrie et pour les malades mentaux, elle ne me semble pas se restreindre qu'aux unités de soins, qu'à l'hospitalisation complète. La maladie mentale, elle s'associe régulièrement avec une appréhension du corps singulière, parfois perturbée, avec la nécessité fréquente de déambuler, de marcher, de se déplacer. La maladie mentale, elle est aussi régulièrement associée à des difficultés de compréhension. Alors, compréhension des règles qui du reste ne sont pas toujours compréhensibles pour les personnes qui sont indemnes de pathologie psychiatrique ou mentale, mais troubles de la compréhension liés à des déficiences intellectuelles, à des démences, à des troubles cognitifs, à des faiblesses mnésiques. Les patients atteints de troubles mentaux ont, par ailleurs, et c'est documenté, un moindre accès au numérique. Et voyez ici, par exemple, les difficultés qu'ont pu rencontrer, ou que rencontrent toujours, puisque nous sommes confinés, des patients pour établir leur attestation. Alors, je ne parle pas des smartphones et des attestations numériques, mais ne serait-ce que pour les écrire, parce qu'il y a en France une frange de la population significative qui ne sait pas écrire. Et parmi celles-ci, eh bien, les patients atteints de troubles mentaux ou présentant un handicap mental ou psychique peuvent être particulièrement
représentés. Or, nos patients atteints de troubles mentaux, à précarité sociale accrue, sont aussi des patients qui ont des logements de qualité moindre par rapport à la population générale. Et on voit bien l'intérêt là de pouvoir sortir, déambuler, et peut-être plus qu'une heure et peut-être plus qu'à 1 kilomètre de son domicile. Finalement, on peut quand même repérer que le confinement a sans doute été plus pénible pour les patients atteints de troubles mentaux lorsqu'ils étaient confinés chez eux. Je ne parle plus de l'hôpital là. Mais on peut aussi quand même souligner que dès les premières semaines du premier confinement, le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées a établi la possibilité d'attestation médicale permettant de déroger aux règles strictes qui étaient énoncées par le confinement pour que les personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicap quelconque puissent, s'aérer de manière plus libre et ne pas risquer d'être pénalisés de ce point de vue. Ça a été un réel soulagement pour les patients. Vraiment, je vous fais le témoignage du clinicien que je suis. Des patients nous remercient, mais vraiment vivement, de pouvoir s'aérer plus que dans l'heure impartie et dans le kilomètre autorisé. Je crois que là, il faut souligner, puisqu'on réfléchit sur des questions éthiques, à l'importance de l'engagement et de la responsabilité des corps intermédiaires, et en particulier les associations de malades, qui ont pu relayer, au fond, au pouvoir exécutif, qui dans une situation d'état d'urgence a pris des décisions de manière très rapide et puissante. Ça a été important de pouvoir faire remonter que des aspects d'adaptation étaient nécessaires pour certaines populations. Et pour finir, je voudrais rappeler, ou peut-être souligner que la psychiatrie a une expérience particulière de la privation de liberté et des soins, puisque, comme je l'ai dit en introduction, certains aspects des pathologies mentales obligent parfois à suspendre un temps la liberté d'aller et venir. C'est le cas de l'internement en psychiatrie lorsqu'il s'agit de protéger le sujet, la personne de la santé mentale, la personne qui atteint de trouble mental qui n'est pas en mesure de consentir aux soins, mais protéger aussi parfois la société dans le cadre de pathologie mentale qui s'exprime en mettant en péril l'ordre public. Donc, on a une possibilité en psychiatrie d'agir de cette manière. Ça nous renvoie, je trouve, très directement aux préoccupations aujourd'hui infectiologiques, aux préoccupations de l'infectiologie, que de pouvoir protéger la société en amoindrissant la liberté de circulation. Comment on peut analyser ça sur le plan éthique en psychiatrie ? Sur le plan éthique, on met en place de telles contraintes uniquement parce que l'on s'appuie sur une priorisation des valeurs et des normes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ouvre plus droit au principe de bienfaisance et de non-malfaisance, d'entreprendre des soins dont on sait qu'ils sont positifs, bienfaisants pour la personne malade, en mettant un peu de côté temporairement le principe d'autonomie, en privant notamment de liberté d'aller et venir, mais dans une perspective de recouvrement ultérieur de ce principe d'autonomie. Et quoi qu'il en soit de ce raisonnement éthique, la loi prévoit que ces privations de liberté fassent l'objet d'un contrôle. Alors en psychiatrie, ça n'est pas le juge des référés, mais c'est le juge des libertés et de la détention qui s'assure que les privations de liberté qui sont prises, arrêtées dans le cadre de soins sans consentement sont bien conformes à la loi. C'est un tiers neutre, d'une certaine manière, qu'a fait entrer le législateur dans la loi, dans le contrôle de ces soins par la personne du juge judiciaire, et qui permet, au fond, aux médecins, aux patients, de ne pas être face à face et dans une possible impasse conflictuelle, le médecin disant il faut absolument être isolé, le patient disant je veux absolument pas être isolé parce que j'ai le droit d'être libre, et on voit comment cela peut se décliner également dans le domaine de l'infectiologie. C'est ce dispositif légal qui encadre les soins sans consentement impose également des réévaluations médicales très régulières, également fixées par la loi, et offre, je crois, un système de contrôle intéressant face à des privations de liberté qui peuvent de facto être quand même nécessaires sur le plan médical. Alors, en conclusion, donc, on peut dire qu'il y a des éléments peut-être dans la pratique de la psychiatrie qui pourraient, irriguer la réflexion aujourd'hui face aux problématiques que soulève cette question d'isoler des patients atteints de maladies infectieuses, de la Covid, et d'autre part, rappeler le caractère
toujours problématique de la privation de liberté en matière de soins. Ça ne peut jamais, au fond, être un soin comme un autre, ça ne peut jamais s'inscrire dans une dimension systématique, protocolaire. Hein. C'est bien entendu dans une pensée critique du soin que ce type de pratique doit s'inclure. Merci beaucoup pour ces développements sur les différentes dimensions et les différents enjeux autour de la liberté d'aller et venir en psychiatrie actuellement. Alors, je me tourne maintenant vers le docteur Florence de Siron-Debieuvre, qui est responsable du groupe éthique du centre hospitalier du Mans et qui a une place très particulière, qui continue d'avoir une place particulière, puisque ce groupe éthique a été associé à la cellule de crise de l'hôpital et à ce titre-là, il y a eu un certain nombre de questionnements, de situations peut-être amenées par des différents professionnels qui ont touché spécifiquement cette question de la liberté d'aller et venir et des restrictions qu'il a pu être apportées à la liberté d'aller et venir en établissement ou pas en établissement. Alors, est-ce que voilà, les dilemmes que se sont posés les différents professionnels étaient autour de cette question du dilemme entre sécurité et protection? Est-ce que ce qu'a pu venir évoquer les différents intervenants se sont retrouvés dans ces demandes du terrain? Alors c'est vrai que moi je vais vous rapporter une réalité, la réalité du quotidien. Alors elle est dans un établissement, il faut le concevoir, un établissement qui a sûrement eu un point de vue, en tout cas une vision qui est un peu biaisée, et vous l'avez déjà dit, c'est effectivement cette invitation permanente qu'on a eue depuis le début de la crise à participer à toutes les cellules de crise en tant qu'invité, et ensuite à étendre un peu notre domaine de réflexion dans un sujet qui était l'ouverture au territoire et à tous les établissements, et notamment les établissements hébergeants, des personnes résidentes, en tout cas des personnes âgées. Donc l'idée, c'est qu'on a été à la fois témoin de la façon dont se construisaient les protocolisations, les procédures. On est venu aussi éclairer les équipes, on est venu éclairer les décideurs, et on est souvent j'ai eu le sentiment parfois dans toutes ces institutions et dans toutes ces participations aux réunions, un peu des passeurs, un passeur à la fois de ce que pouvait rapporter et finalement éclairer un peu les décideurs sur ce que pouvait donner finalement la déclinaison de certaines procédures au regard des enjeux de la liberté, aux enjeux, au regard aussi de la confrontation par rapport aux valeurs des soignants. Et c'était important finalement d'essayer en permanence, parce que je trouvais que c'était bien l'illustration première de l'éthique, d'essayer finalement une adaptation, une tentative permanente de navette et de navette entre quelque chose de singulier, quelque chose de particulier et des règles collectives qui sont pour nous aussi quelque chose qui était peut-être sans doute nouveau, c'est pouvoir aussi s'acculturer à une réflexion politique, qui est, il faut l'avouer, quand même pas le lot commun des soignants. Donc cette extension également au domaine des structures un peu plus particulières et des EHPAD, je vais vous le dire de façon un peu plus provocatrice, c'est finalement ce qui a été aussi l'illustration à la fin de notre fonction, c'est comment ça s'inscrit aussi quand on déconfine. C'est-à-dire que la liberté d'aller venir, c'est bien quand on est dans l'éclairage et dans la réflexion, c'est sa privation, ok, c'est le sujet, mais il faut savoir pour le groupe éthique, ça a été aussi l'accompagnement dans l'autre sens des structures quand il a fallu ouvrir ces structures d'accueil finalement est préparé, et c'est vrai que c'était un temps important dans la réflexion du groupe éthique, c'est la préparation de certaines structures à la réouverture des lieux et à l'arrivée en fait des familles, des proches dans cette réflexion, et comment finalement quelque chose qui au fur et à mesure du temps s'était construit, sans doute un peu parfois dans la difficulté, venait se re-questionner au regard des enjeux du déconfinement. Alors, pour juste, je vais vous donner après quelques exemples, ce qui m'a aussi interpellée, et je vais faire un peu écho aux propos du docteur Orsa. Je pense que nous, ce qu'on a retenu, parce qu'il y a quand même des grandes idées qu'il faut retenir de cette première vague, c'est qu'à mon sens, ce qu'on doit garder un petit peu dans le rétroviseur, en tout cas comme une alerte permanente, comme un point de vigilance robuste, à la fois pour les professionnels de santé, mais je pense aussi pour les décideurs, c'est que finalement, cette crise, elle nous a mis en exergue, et je trouve qu'elle a pointé la nécessité permanente d'accepter et de se sentir responsable, d'être vigilant à cette capacité qu'on a tous, et notamment les soignants, d'être capables de faire le pas de côté. C'est-à-dire, OK, il y a des procédures, OK, il y a des enjeux sécuritaires, d'accord, il y a des normes collectives, mais il faut se garder cette capacité en permanence, la capacité à, et être capable
capable de créer un espace justement où on peut organiser ce questionnement et où on peut partager. Et je pense que c'est une des grandes, en tout cas des grands principes que je retiendrai de la première vague, c'est ne jamais se censurer, parce que, pour faire écho à ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que finalement, le constat qu'on a fait immédiatement dans la crise, c'est que finalement, OK, on organise les locaux, OK, on fait un rempart physique pour les soignants, pour les proches, d'accord, on change l'architecture des lieux, on protège, mais ipso facto, derrière tout ça, en fait, on va quelque part à la fois construire des normes qui vont être incontestées dans un premier temps, très prescriptives, pardon, mais qui vont aussi sidérer dans le même temps, finalement, l'identité des soignants. Hein. Et c'est en ça qu'on voit très bien qu'avec le temps et au travers de la première crise, l'identité s'est reconstruite ou est repartie. Et cette identité, elle a été sidérée au nom de ces principes beaucoup plus collectifs, généraux et sécuritaires. Et c'est intéressant parce que cette sidération, elle a finalement modifié la hiérarchisation des normes en fait éthiques. Et c'est en ça que c'est intéressant, et c'est un des premières illustrations que j'ai retenues, c'est que finalement, on a une inversion de la hiérarchie des normes et on a une redistribution des cartes, ou en tout cas des principes éthiques, par habitude et parce que c'est dans les principes qu'on met en premier lieu, nos deux boussoles un peu premières qui étaient l'autonomie et la bienveillance. On sent très bien que dans un premier temps, elles ont été un peu, non pas mises de côté, mais en tout cas un petit peu éteintes au profit finalement d'une émergence très forte de la justice, du principe de la justice et du principe de la non-malfaisance. Et on voit très bien que ça a conduit dans un premier temps une difficulté finalement pour les soignants de s'engager, hein, au final, par cet effet de sidération, avec une mise en œuvre sûrement un peu politique de ces deux enjeux qui étaient la justice et la non-malfaisance, éteignant même parfois complètement l'autonomie, je trouve, et le respect de l'autonomie du patient. Alors, est-ce que c'est par peur de soi, pour soi, hein, au regard de l'autre? Est-ce que c'est par nécessité, par facilité? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette distanciation, elle s'est faite à la fois au propre et au figuré, à la fois au travers des outils qu'on a été obligé d'imposer aux soignants et aux proches, et que finalement, cette nouvelle distribution, elle nous a invités finalement à réfléchir et finalement à retenir une question première dans la réflexion de cette première vague, c'est finalement comment est-ce qu'on peut rester en qualité de soignant, rester ou être responsable en tant que professionnel, finalement garant ou responsable, comme le disait Emmanuel, d'un juste équilibre finalement entre un collectif et la préservation et le respect alors de la singularité, voire de toutes les singularités, parce qu'autour du groupe éthique, on a eu à voir et on a été saisi d'un certain nombre de cas, en tout cas de saisines qui balayaient un petit peu le champ de toutes les singularités, qui n'étaient pas d'ailleurs que la psychiatrie, puisqu'il y avait également toutes les réflexions au travers finalement du tri dans les institutions, du flux sur le territoire des patients, sur leur qualité de réanimatoire ou pas réanimatoire. Donc dans ce questionnement, je me suis dit finalement, comment est-ce qu'on peut garder comme questionnement final, comment est-ce qu'on peut être encore réceptif, toujours en permanence au regard de toutes ces injonctions, en résonance, toujours vigilant et touché. Et c'est vrai que c'est une des choses qui m'a marqué, c'est finalement comment est-ce qu'on peut être touché émotionnellement, physiquement, quand on est enfermé, contraint, en tant que soignant, hein, c'est l'inverse là de la réflexion sur la contrainte du patient, alourdi, hein, à distance, dans ces habits de lumière qui étaient les habits du Covid. Enfin, c'est un petit peu pour vous provoquer. Donc, je trouve que finalement, pour un petit peu provoquer dans le propos, il y a eu la liberté d'aller et venir, ok, pour les proches, pour un certain nombre de personnes, mais il y a aussi la liberté simplement d'aller et venir quand on est contraint dans une structuration et dans une organisation qu'on subit, parfois auquel on participe, mais qui au physique nous contraint parce que quelque part, et on l'a vu dans son illustration, et c'est une des saisines qui nous a énormément marqué, c'est cette saisine de l'organisation du déconfinement dans les EHPAD. Comment est-ce que je fais finalement pour garantir encore une singularité, mon authenticité de soignant, quand je suis en train d'organiser l'utilisation d'outils qui vont de toute façon ne pas être adaptés à la surdité du patient, c'est le masque, je mets une visière, ok, et à sa capacité de voir. Et au final, et pour revenir un petit peu dans le propos de Magali, est-ce que finalement, ces principes de nécessité sanitaire, au regard des outils que je vais utiliser, et cette proportionnalité par rapport aux enjeux finalement de l'espérance de vie de ceux que je contrains, est-ce que finalement, ça vaut le coup? C'était une des questions d'une des plus grosses EHPAD du territoire, c'est finalement, comment est-ce que je fais par rapport à tous ces outils pour finalement rester quand même dans
dimension singulière et authentique du rapport, qui est quand même un rapport très particulier de toucher, de vision dans ces institutions qui hébergent les patients âgés. Hein. Donc, ce qui nous intéressait, je ne vais pas vous reprendre tous les cas éthiques, hein, sachez que, en fait, au-delà du fonctionnement habituel du groupe éthique, on avait créé une ligne dédiée, donc on a eu à peu près 30 à 40 saisines sur les 2 mois à peu près de confinement. Il y a eu effectivement beaucoup de choses autour des règles d'admission en réanimation, de la rédaction des procédures de décès, mais ce qui m'a énormément intéressée, c'est ce que je vais faire ressortir dans la fin de ce propos, ça a été surtout la réflexion finalement, au travers de la réflexion sur les EHPAD, la liberté d'aller et venir, mais sur le principe finalement du juste milieu entre cette déclinaison de la protection collective dans un établissement où finalement, et c'est quelque chose qu'on n'avait absolument pas envisagé parce qu'on était un groupe éthique d'un établissement où il y a peut-être de l'EHPAD, mais en tout cas, c'est pas notre cœur de réflexion. Finalement, c'est comment est-ce que je fais pour réfléchir sur ces impératifs collectifs de protection dans un établissement qui est effectivement un établissement qui héberge un patient et pour lequel, finalement, on est en train d'essayer de réorganiser une structure au regard d'un impératif collectif sur un enjeu individuel qui est un lieu de vie d'un patient. Hein, quand on est dans sa structure institutionnelle d'un établissement, on est dans une chambre, on est le patient numéro de la chambre. Là, quand on est dans une EHPAD, on est finalement au travers de sa chambre, dans son lieu de vie, avec finalement son domicile. Hein. Donc, ce qui a été intéressant d'un point de vue éthique, et la réflexion a été souvent soulignée par les soignants, c'est comment est-ce que finalement je fais pour faire cohabiter des injonctions collectives qui sont protégées, faire circuler de façon sécurisée un certain nombre de ces patients, en réorganisant ma structure, mais tout en faisant et en validant et en tout cas en protégeant finalement ce lieu intime, cette intimité qui est le lieu d'hébergement avec toute l'intimité de chacun dans sa chambre. Donc ça, c'est un des premiers enjeux qui a été assez complexe. La deuxième chose qui a été aussi une des saisines, qui a été finalement assez comment on pourrait dire, c'était un petit peu une bouffée d'oxygène dans les saisines, c'est finalement comment est-ce que je fais dans les EHPAD quand j'ai des structures où je pourrais permettre finalement de déambuler à l'extérieur pour organiser cette circulation à l'extérieur de mon établissement, tout en considérant que le droit finalement m'impose un certain nombre de responsabilités, comment je m'organise finalement pour être garant d'une certaine liberté de circulation, non pas au sein de mon établissement, mais autour de mon établissement, en essayant de préserver finalement une certaine liberté du résident. Donc, vous voyez, c'est un des premiers points qui finalement a été, vous voyez, dans toutes les saisines dont on a été finalement acteur, une réflexion assez ouverte sur finalement comment est-ce que j'arrive dans ces structures qui ne sont pas à la marge, mais qui sont des structures particulières, avec du droit particulier, finalement à faire vivre au quotidien à la fois une résonance politique et puis de l'intimité vraiment extrême qui est celle finalement d'un domicile, d'un patient. Hein. La deuxième chose dans la liberté d'aller venir qui est sûrement très originale, mais qu'il faut retenir parce que nous, elle nous a beaucoup occupés, le groupe éthique, c'est finalement comment est-ce que je fais dans une institution au regard des restrictions que je mets de liberté d'aller venir des proches, comment est-ce que je fais finalement pour introduire des représentants du culte, hein. C'est une des réflexions qu'on a eu à mener pendant 1 mois et demi et qui a été effectivement très enrichissante parce qu'on a été sollicité un peu par des proches, mais beaucoup par des soignants, sur le fait comment est-ce qu'on peut faire respecter, ou en tout cas on peut introduire cette finalement liberté au sein d'un établissement dans des situations un peu extrêmes qui étaient souvent les situations de fin de vie, là où quelque part on avait déjà une petite ouverture sur l'organisation, alors on l'avoue assez protocolisée, de ces 2 heures, 2 fois par jour, ouais, ça c'était aussi pour des problèmes d'organisation de soins. Comment est-ce qu'on fait finalement pour, au regard de certaines demandes, permettre cette liberté d'expression et au regard de un certain nombre d'enjeux qui étaient comment est-ce que je peux faire assurer les gestes finalement aussi de protection, les gestes sécuritaires, comment je peux concilier les mesures barrières avec la réalisation de ces gestes cultuels et comment, au regard d'un enjeu beaucoup plus collectif, j'arrive à finalement faire accepter cette démarche très singulière qui peut venir parfois aussi confronter, altérer, choquer certains soignants qui considèrent que finalement
l'établissement public est le temple de la laïcité et que c'est le genre d'injonction très particulière sur lequel finalement il n'y a pas de sujet. Donc vous voyez, le groupe éthique, on a été également alerté et on a eu à réfléchir sur cette liberté d'aller et venir finalement de certains représentants du culte, mais au nom aussi d'une certaine liberté, qui est la liberté d'expression de certaines valeurs dans un contexte de fin ou pas de vie. Donc je trouvais que c'était intéressant aussi parce que d'un point de vue politique, il y avait des enjeux supra. D'un point de vue économique, pour revenir un peu au propos de M. Guillemin au tout départ, ça a posé aussi la question, est-ce que finalement sur une ressource très précieuse qui sont les masques, les tuniques, les charlottes qui normalement sont réservées aux soignants, on peut ponctionner sur ce bien précieux, rare, pour finalement faire valoir certaines expressions culturelles ou cultuelles. Je trouve que c'était un questionnement particulier qui est venu aussi nous interpeller sur quelque chose qu'on n'avait pas envisagé, c'est finalement réfléchir quand on est agent du service public, qu'on est finalement déjà habillé, qu'on a une certaine pratique de sa religion, est-ce qu'on peut devenir finalement un représentant dans le même temps d'un culte religieux? Vous voyez, de la liberté d'aller et venir, on est allé très loin dans la réflexion éthique. La dernière chose qui me paraissait également intéressante, c'était donc au final, là, on voyait très bien que sur ce dernier propos, c'était plutôt la réflexion sur aussi l'émergence de les valeurs du soin, les valeurs de la République, comment finalement j'arrive à trouver le juste milieu. Ce qui me paraît intéressant et qu'on a vu émerger dans le dernier propos que je voulais vous partager avec vous, c'est finalement la préparation dans les EHPAD des ouvertures, en tout cas du déconfinement. Là, on a été confrontés et on a beaucoup accompagné une grosse structure, dans laquelle ils avaient une confrontation à la fois de statuts différents de certains patients hébergés, déambulants, pas déambulants, et une capacité possible, en tout cas, d'organiser un déconfinement partiel, avec une organisation qui était intéressante parce qu'elle était aussi une organisation, je trouvais, un peu sociétale du déconfinement. Et on a accompagné cette réflexion et j'ai trouvé que c'était intéressant de confronter à la fois le point de vue de la direction d'un établissement, des soignants, la parole portée par le médecin coordinateur, et puis au final, porter la parole de la société au travers du comité de vie sociale qui est dans ce type de structure, et regarder un peu comment finalement ces différents principes, ces différents impératifs, à la fois personnels vis-à-vis de leurs proches, des points de vue plus politiques des responsables des établissements, des points de vue éthiques portés en avant par les professionnels de santé, comment finalement on a réussi finalement à ce que les choses se mettent en résonance et comment on a eu finalement une sorte de procédure assez originale de déconfinement partiel de certaines unités avec l'acceptation du reste du groupe d'être encore confiné alors qu'on pouvait déconfiner, et finalement comment on a pu nous accompagner au travers de cet établissement finalement un déconfinement à la sauce adaptative des contraintes finalement des personnes hébergées, parce que l'idée c'était ça, c'était comment à un moment on peut accepter qu'il y ait une quatorzaine sur une unité et que le reste des 3 unités soit finalement en confinement strict. Il fallait à la fois que les soignants, les proches des patients et les patients acceptent ces contraintes, et j'ai trouvé que c'était une belle illustration d'une intelligence collective au nom finalement d'un intérêt qui était les patients hébergés. Voilà, donc moi voilà un petit peu les 3 sujets que je voulais vous en tout cas partager avec vous, évoquer avec vous, parce que je trouvais qu'il donnait alors la vision est sûrement très partielle, je peux vous en parler pendant 3 heures de ces 30 saisines, mais je trouvais qu'elles éclairaient à la fois sur l'intelligence des équipes soignantes, sur la capacité aussi de pouvoir alerter, mettre en résonance tous ces saisines avec l'institution, et puis finalement montrer qu'on a réussi à faire respecter le plus souvent la singularité de chacun, et qu'au-delà de tout ça, finalement l'hôpital est resté quand même un lieu d'hospitalité malgré tout. Voilà. Merci, un grand merci pour avoir pu restituer la multiplicité et puis la grande diversité des questionnements éthiques qui touchaient à cette thématique. Alors je me retourne vers Miguel Jean pour savoir si on a peut-être des questions qui nous viennent adressées à l'ensemble des intervenants ou à certains intervenants. Alors, est-ce qu'il y a peut-être quelques questions qui pourraient être posées? Allô, le standard, ça évoque les vieilles émissions de notre enfance. Merci en tout cas, avant de répondre à la question d'Aurélien, merci à tous les intervenants, à la fois pour la pertinence de leurs propos et puis surtout pour la clarté
avec laquelle ils ont fait passer leurs idées. C'était passionnant. Alors, il y a plusieurs questions. Je vais en résumer plusieurs à travers ce que je vais dire là, parce qu'elle revient souvent. C'est de connaître le dispositif réglementaire qui, aujourd'hui, permet d'encadrer la privation de nos libertés. Alors, la question s'adresse plutôt à Magali Bouteille avec son regard de juriste, mais c'est une question qui revient assez souvent. Alors, je l'ai plus ou moins exposé tout à l'heure, mais on a donc cet état d'urgence sanitaire qui va autoriser le Premier ministre à prendre un certain nombre de mesures restrictives de liberté. Donc, ils peuvent prendre des décrets, des arrêtés pour limiter la circulation. Mais en revanche, dans tous les cas, les dispositions qui seront prises et qui ont été prises peuvent faire l'objet d'un contrôle et peuvent, pour vérifier justement la proportionnalité et la nécessité dont je vous parlais tout à l'heure. Et il y a eu des saisines, alors il y a eu beaucoup de saisines du juge des référés pendant le premier confinement et sur des sujets assez divers, au point même qu'on a pu saisir, et je crois que c'est la première fois que je vois ça, on a pu saisir des juges pour savoir si les mesures étaient assez restrictives de nos libertés et pas trop restrictives de nos libertés. Certains médecins souhaitant avoir plus de restrictions de nos libertés. Donc c'est... toutes les mesures qui sont prises peuvent faire l'objet évidemment d'un contrôle judiciaire, ce qui fait qu'on a quand même, en dépit de ce qu'on peut entendre, on a quand même un état de droit qui fonctionne. En revanche, très clairement, le dispositif actuel a des limites, et je pense que c'est un des mérites de la crise actuelle de la Covid, qui permet de montrer les limites de notre dispositif et qui nous montre dans quel sens on doit le faire progresser. Je vous disais tout à l'heure, vérifier la nécessité et la proportionnalité, c'est bien quand on a des valeurs bien identifiées, encore faut-il qu'on les ait identifiées. Or, quand on écoute les différents discours politiques, moi j'ai du mal à identifier avec clarté quel est l'objectif des différentes mesures. Est-ce que c'est la protection de la santé, auquel cas on en fait peut-être trop, parce que la santé c'est plus large que la lutte contre le Covid. Est-ce que c'est juste la lutte contre la maladie actuelle, ou est-ce que c'est encore quelque chose de plus restreint? Donc il faut qu'on ait vraiment un dispositif plus précis sur l'objectif atteint pour pouvoir mesurer la proportionnalité. Et après, il y a un autre questionnement qui se pose, c'est le questionnement sur les données et sur lesquelles on peut se baser pour vérifier la nécessité et la proportionnalité. Et ça, ces données-là, on en a. Le problème, c'est qu'on a actuellement aussi une crise de confiance dans les données. On a peut-être un peu trop médiatisé les débats scientifiques, qui sont des débats utiles, qui font l'essence même de la science. On les a peut-être un peu trop médiatisés pour des personnes qui ne sont pas forcément à même d'apprécier les arguments des uns et des autres. Et donc, ça jette une forme de défiance sur ces données qui obscurcissent en tout cas la façon dont on va interpréter la nécessité et la proportionnalité. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions qui étaient posées aux intervenants? Non, pas sous une forme plus précise que ce que j'ai dit là. C'était un peu dans le même esprit, c'était de savoir jusqu'où la réglementation pouvait s'inviter dans nos vies. Il y a une question sur la vaccination. Pardon. Elle concerne un peu, pas tout à fait le sujet, mais si ça suscite des réactions chez nos amis. Alors sur la vaccination, il a déjà été jugé qu'on pouvait, pour des raisons d'ordre public, là, on va dire sanitaire, on peut proposer des vaccinations obligatoires. On peut donc créer de nouvelles vaccinations obligatoires. Alors ça heurte effectivement un principe dont on a entendu parler tout à l'heure, l'autonomie et le consentement aux soins, mais justement, là encore, ce principe du consentement aux soins qui est un principe
inhérent à la dignité même de la personne humaine, il n'est pas absolu et il peut connaître des dérogations en faveur de la santé publique. Donc en fait, là, on a encore une fois une confrontation entre l'intérêt individuel de chacun, je ne veux pas faire ça, et la santé publique. Et c'est vraiment, et je pense que s'il y a bien une chose que cette crise met en lumière, c'est qu'on n'est pas tout seul, et qu'on n'est pas tout seul comme Robinson Crusoe sur son île, on appartient à une société, et que nos choix vont avoir une influence sur la société. Et le droit l'a bien intégré, mais c'est vrai que du coup, on l'a peut-être un petit peu oublié, et que voilà, la crise remet en lumière les impératifs liés à la vie en société. Et tu ne penses pas, Magali, que justement le principe fort en France, alors qui choque à chaque fois qu'on le dit, qui est le principe de n'être qu'usufruitier de son corps, pourrait être finalement utilisé en considérant que sur un enjeu sociétal premier, finalement, il n'y a pas de sujet. Hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas propriétaire de son corps, on n'en est qu'usufruitier. Je pense qu'effectivement, n'est plus du tout perçu actuellement, enfin, en tout cas très très mal perçu, c'est que on ne peut pas tout faire sur son corps. Il y a une question qui se pose, c'est le droit à disposer de son corps. Et quand on écoute les débats sur la vaccination, là, mais c'est plus large, hein. J'ai le droit de faire ce que je veux parce que c'est mon corps, je fais ce que je veux. C'est pas vrai. Ce qu'on peut faire, c'est refuser. Et encore dans une certaine limite. Mais par exemple, je ne pourrais pas faire une atteinte à mon corps qui n'est pas autorisée par la loi, et la seule qui est autorisée par la loi, c'est celle qui obéit à une nécessité médicale, qui peut être entendue largement. Mais effectivement, hein, on n'est qu'usufruitier de son corps. La seule chose qui me dérange là-dedans, mais après c'est dans un débat technique, c'est que ça renvoie à un droit subjectif sur son corps, et je pense que précisément, on n'a pas un droit de propriété sur son corps, voire même pas un démembrement du droit de propriété sur son corps, que la protection du corps humain, c'est l'État. Ouais, mais je te le dis juste parce que je trouve que ça fait écho ou une analogie au débat qu'il y a eu sur les prélèvements d'organes et le côté la prescription possible par l'État. Il y a eu à peu près 30 ans dans certains pays du nord de l'Europe où justement on a considéré que finalement au décès du patient, il y avait une capacité et un droit de préemption de l'État au regard de l'engagement financier pour assurer une vie digne, truc machin, et que justement on considérait que sur des principes plus collectifs, on pouvait utiliser ce type d'argumentation. C'est pour ça que je te le disais de façon un peu provocatrice. Est-ce qu'on ne pourrait pas… Mais je pense qu'effectivement, et puis c'est vraiment un débat de fond, là. On peut faire de son corps. Et justement, moi, je trouve, et je suis en train de travailler dessus, je trouve qu'à l'heure actuelle, ce qu'on peut faire, c'est refuser dans une certaine mesure. D'accord. Rien d'autre. C'est plutôt l'inverse, d'accord. Je voulais alors du coup vous interroger sur une thématique qui est quand même très très transversale à cette question de la liberté d'aller et venir, c'est la question de l'isolement social. Parce qu'effectivement, on peut être privé de liberté d'aller et venir et en même temps continuer d'avoir des interactions avec ses proches, sa famille, via des outils de communication. Moi, je voulais vous interroger sur cet aspect-là, parce que c'est quand même aussi quelque chose d'important. La mise en place d'outils de numérique, de communication dans les établissements pour lutter contre l'isolement social des personnes, est-ce que ça vous semble… Voilà, il y a différents enjeux et qui vont du coup faire lien avec toutes vos interventions, parce que vous l'avez précisé, on n'est pas tous égaux dans les ressources par rapport à cette limitation de la liberté d'aller et venir. Pour faire face à cette limitation, il y a des enjeux d'inégalité assez importants. Et est-ce que du coup, il y a les mesures, les outils pour pouvoir prévenir, pour pouvoir lutter contre cet isolement social vous a semblé peut-être satisfaisant, ou comment on peut travailler sur cette dimension-là? Et puis, il y a un autre aspect aussi éthique très, très fort autour de ces outils de communication, ces outils numériques pour sortir de l'isolement. C'est la question de la traçabilité, la question de la surveillance. Il y a eu beaucoup d'enjeux, de débats autour des applications Stop Covid, parce que ça remettait aussi en question des choses autour de l'anonymat des déplacements. Et la liberté d'aller venir, c'est pouvoir se déplacer aussi de façon anonyme. Donc, voilà, c'était aussi pour vous interroger et savoir ce que vous en pensiez autour d'un autre volet, d'une autre dimension éthique très forte autour de cette question de la liberté d'aller et venir. C'est aussi de la surveillance des allées et venues, et c'est comment les technologies aujourd'hui peuvent à la fois nous permettre de
de sortir de cet isolement social, mais aussi de pouvoir mener, de pouvoir être l'alibi parfois d'une forme de surveillance, ou en tout cas de risque ou de menace sur l'anonymat de nos déplacements et de notre respect de notre intimité. Alors, je ne sais pas si vous souhaitiez réagir par rapport à cette thématique-là, mais elle me semblait en tout cas très, très importante à soulever, parce que cette liberté d'aller et venir, c'est aussi l'anonymat et c'est aussi la question de la participation sociale. Alors, est-ce que vous aviez éventuellement des réflexions ou des éléments sur ces enjeux? Moi, juste une remarque sur le tracing des personnes, la surveillance des allées et venues, l'application Stop Covid. C'est vrai qu'on avait, dans un premier temps, elle a fait très, très peur, cette application. Et j'avoue que moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup sourire, parce que, en fait, ce qui était craint, c'était qu'on ait des données sur vos déplacements. Alors, effectivement, il y a effectivement un recueil de données, j'ai envie de dire même quelque part un recueil de données qui peuvent être des données de santé sous certaines conditions. On peut forcément identifier quelles sont ces données, donc ce sont des données personnelles, donc ce sont des données qui vont être protégées au titre du Règlement général de la protection des données et de la loi française. Mais j'ai envie de dire, l'application Stop Covid, c'est pas plus dangereux, à mon sens, que l'application que je mets en action quand je vais courir. Donc, si vous voulez, oui, il y a un débat à avoir sur le tracing, mais à mon avis, ce n'est pas lié à Stop Covid, c'est lié à toutes les applications. À chaque fois qu'on télécharge une application et qu'on fait des déplacements avec, l'exemple type, je vous dis, c'est l'application pour aller faire son footing, ça recueille le même type de données que l'application Stop Covid, sauf que ça ne fait pas lieu du tout au même débat. La seule difficulté, effectivement, là, c'est que c'était une application qui était proposée par le gouvernement, et donc ça fait plus peur parce que ça peut faire plus peur. Moi, ça aurait tendance à pas trop m'effrayer, justement, parce qu'ils se sont mis des limites assez solides. Mais il faut aussi tout replacer dans le contexte. C'est dangereux, oui, alors, je le dis franchement, c'est dangereux, mais pas plus dangereux que toute autre application. Voilà, c'était juste une remarque. Pour l'utilisation des moyens numériques à visée de maintien de liens sociaux ou de vie sociale, je crois qu'il faut pouvoir dire que sur des populations particulièrement éduquées et indemnes de pathologies psychiatriques, ça peut être tout à fait intéressant. Enfin, je crois que beaucoup ont utilisé les apéros Zoom, les je ne sais quoi, etc. Et très bien. Pour ce qui est de ma pratique et de ma rencontre avec des patients soit âgés et atteints de troubles mentaux, soit pas âgés mais atteints de troubles mentaux sévères, ça a quand même des limites très importantes. C'est-à-dire que d'abord sur la question de la sensorialité, enfin Florence de Siron l'a évoqué, sur les personnes âgées qui ont des défauts d'audition, des problématiques visuelles, on voit bien que quand on est à moitié sourd et à moitié aveugle, utiliser une application de conversation numérique, c'est très très pauvre quand même. Et pour les malades atteints de troubles mentaux, il y a toute une thématique de la pathologie mentale qui a à voir avec la question du lien et de l'interaction, et c'est quand même très, très, très limité. Ça déborde sur le médico-social et dans les institutions qui accueillent des individus atteints de handicap psychique et mental. Probablement que c'est un pis-aller, mais je crois pas. Je crois qu'il est utile de dire, en tout cas en clinicien, il me semble important de dire qu'on ne peut pas dégager ce problème de la rencontre, ce problème de la socialisation des individus vulnérables dont on peut parler là. On ne peut pas se dégager de cette question en disant, on est à l'ère numérique, on est au 21e siècle, il y a tout un tas d'applications. Ça peut aider, très bien, on a mis en place dans le service des possibilités de conversation visio avec les familles, etc. Mais pour vous dire, aujourd'hui, on s'en sert quasiment plus.
les rendez-vous, enfin les rencontres avec les proches sont adaptées, proportionnées, je crois, à la situation actuelle, avec des rendez-vous, avec des temps limités, avec des mesures de précaution, etc. Et en fait, les patients ne demandent absolument plus, pour ceux qui ne sont pas autonomes, je dirais, avec leur propre smartphone dans leur chambre pour le faire tout seul, ceux qui n'ont pas ça ne sont absolument pas demandeurs d'utiliser les moyens de visioconférence. Et puis au-delà, Manuel, si tu veux, là où on a été aussi saisi dans notre établissement et alerté, c'est sur le fait que ces objets connectés répondent soit parce qu'on l'a eu, nous on a eu des patients qui étaient d'autres régions, donc c'était compliqué également, il fallait construire un lien. C'était aussi compliqué pour les soignants parce que les tablettes, notamment dans les services de réanimation, dans les services où les patients sont difficilement autonomes physiquement, il faut les tenir, les tablettes. Et en fait, les soignants se sont retrouvés inclus dans une intimité pour laquelle ils n'étaient pas forcément équipés, qu'ils ne souhaitaient pas, qui était dérangeante. Enfin, il ne faut pas non plus idéaliser l'objet connecté. En plus, pour des raisons techniques, c'est parfois compliqué dans les institutions parce que ça ne passe pas. Donc, il ne faut pas non plus vendre du rêve. Moi, ce que je trouve qui a été intéressant, justement, parce que cette alternative technique qui était proposée n'était pas tout à fait efficiente, finalement, dans chaque service, ça a construit aussi du collectif autour de comment est-ce que finalement, je construis la parole pour la donner à des tiers qui sont loin, comment je construis un rendez-vous comme comme ça a pu l'être dans certains services pour transmettre les informations médicales, qu'il n'y ait qu'une seule voix et qu'un seul interlocuteur. Et je trouve que finalement de ça, qu'est-ce qui a émergé aussi maintenant, c'est finalement des cultures de services où la parole a circulé, où le mot, ou enfin en tout cas l'expression a été partagée. Et ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est beaucoup d'identité de service, avec des fonctions qui sont reparties. Et finalement, l'objet connecté, qu'il soit pas finalement si aidant, quelque part, ça a permis finalement de remettre en avant d'autres types d'outils qu'on avait, qui étaient des échanges avec la parole. Mais ce qu'il faut bien garder, parce que c'était plusieurs saisines, c'est comment est-ce que je m'inscris dans une relation de soins quand je tiens l'iPad, en tout cas l'objet connecté, simplement pour le tenir, et comment je m'inscris dans tout cet échange et cette intrusion, entre guillemets, inhérente au fait que je dois tenir physiquement cet outil. Pour faire lien avec ce qu'évoquait Hervé Guillemin sur la question des inventions, finalement, alors vous évoquez l'invention de nouveaux lieux à la faveur des épidémies dans l'histoire. S'agissant des nouvelles modalités de soins, je crois que en dépit de ce qu'on peut-être on entend, il ne me semble pas que la question du soin numérique gagne beaucoup dans cette période. En revanche, en effet, invention de nouvelles modalités de vie dans les services, invention de nouvelles manières de prioriser ce qu'on va conserver, bien qu'il y ait un petit risque, je pense là encore à nos pratiques institutionnelles, continuer de faire venir des intervenants extérieurs pour les activités thérapeutiques dans le service, même si on limite les visiteurs extérieurs, au profit finalement de décider de continuer de faire vivre le service, etc. Mais encore une fois, je pense que les inventions, elles sont plus dans ce registre-là, comme disait Florence de Siron, invention autour d'identité de service, plutôt que invention autour d'un usage d'un nouvel objet que serait l'objet connecté. Très bien. Alors, à moins qu'il y ait peut-être de nouvelles questions via le site, mais peut-être moi j'avais une question sur du coup les espaces et les temps de réflexion éthique dans les établissements, dans ces situations. Alors voilà, peut-être Miguel Jean, vous aviez des questions nouvelles qui apparaissaient? Alors, c'est à la fois des questions et des commentaires. La question tourne autour de quelle place pour la parole des citoyens en période de pandémie. Ça ouvre des portes très larges. Ça nous emmène peut-être un peu loin, mais la question est posée plusieurs fois. Et puis l'autre commentaire, c'était des remerciements adressés à tous les intervenants pour la qualité de leurs propos. Donc, ça rejoint ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Et du coup, la question sur la participation citoyenne, ça rejoint directement la question que je voulais vous poser aussi à chacun, c'est qu'on voit combien il y a des tensions, des dilemmes éthiques très forts autour de cette thématique-là. Du coup, c'est qu'est-ce qu'il en est de la réflexion éthique dans les établissements, mais aussi ailleurs. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent, l'idée qu'en urgence, en situation d'urgence, il n'y a pas le temps de réfléchir, il n'y a pas le temps justement de retrouver cette hiérarchie des valeurs ou des normes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la possibilité d'avoir une réflexion éthique
dans ces circonstances, dans ces régimes d'exception, dans cette situation d'urgence? Est-ce qu'on peut encore faire de l'éthique et comment différents professionnels peuvent maintenir cette réflexion, ce rapport critique vis-à-vis de ces questions dans des situations aussi contraintes et aussi urgentes? Je vais juste prendre la parole parce que je vais devoir vous quitter parce que j'ai un cours qui commence dans 5 minutes à distance. Je ferai juste une référence à une période qui à la fois est importante pour la question des pandémies et la question de l'intervention citoyenne, des associations. C'est la Première Guerre mondiale. Durant la Première Guerre mondiale, il y a d'énormes questions éthiques qui ont été posées, notamment sur le consentement des patients aux soins. Et très clairement, il me semble que là, on est pendant la Grande Guerre, dans une phase de crise extraordinaire, tout à fait atypique, qui n'a pas du tout éteint les expérimentations institutionnelles. Au contraire, en psychiatrie, il y a eu plein de choses nouvelles, les services libres pour les soldats, etc. Donc, il y a eu une espèce d'ébullition qui est vite retombée après. Ça, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'après-guerre, on a vite oublié ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est peut-être aussi une leçon à retenir de l'histoire, c'est-à-dire que c'est des périodes intenses de réflexion et d'expérimentation, mais qui sont souvent éphémères. Et très souvent, les grandes périodes de pandémie n'ont pas été des grandes périodes de révolution en matière de prise en charge sanitaire, c'est-à-dire qu'on a oublié après. Voilà ce que je voulais dire. Et je suis désolé, je vais devoir donc vous quitter. Je vous salue tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Hervé Guillemin. Alors, peut-être, oui, sur cette question de la participation citoyenne et puis aussi de la possibilité d'avoir une réflexion éthique en situation d'urgence. Est-ce que peut-être vous auriez souhaité intervenir ou rebondir sur cette question? Je crois que, moi je l'avais dit, c'est-à-dire que ce qui ressort de cette première vague, c'est que, il faut toujours continuer à dire, quel que soit le niveau et les enjeux, c'est-à-dire qu'il faut toujours partager. Il ne faut pas se censurer, il faut être capable de faire ce pas de côté. Ce qu'on en retire, nous, aujourd'hui, c'est que justement, ça a construit partout dans les services des choses assez robustes, parfois encore un petit peu, qui émergent, qui ne sont pas forcément tellement visibles, mais on voit qu'au final, il y a un socle aujourd'hui qui est porté à la fois sur cette réflexion. Elle a fait émerger des vraies valeurs, en tout cas des choses qui sont comme on dit, solides, et qu'aujourd'hui, on voit très bien que les gens se censurent moins sur l'interpellation de situations particulières sur lesquelles ils ont besoin soit d'un éclairage, soit d'une réflexion. Ce qui est plus compliqué, effectivement, et c'est, je pense, en lien avec le confinement, c'est l'introduction justement de la parole du citoyen au sein de nos établissements. Et on l'a vu là, nous, dans le groupe éthique, où on a eu une difficulté à faire intervenir justement le représentant des usagers parce que voilà, c'est compliqué, parce que techniquement, c'était assez complexe à organiser. Mais c'est, à mon avis, ce qui restera, c'est cette capacité aujourd'hui à avoir pu, dans la crise, partager, considérer qu'il y avait des choses essentielles sur lesquelles on ne dérogeait pas. Et on voit aujourd'hui qu'on a une lisibilité qu'on n'avait pas avant. Alors peut-être que c'est particulier à notre établissement, mais en tout cas, c'est ce qu'on en gardera. Moi, je voudrais peut-être dire que l'expérience nous a montré que finalement, le fait qu'on soit pris au dépourvu, c'est-à-dire sans protocole, sans espèce de trucs qui tombent comme ça, qui écrasent les équipes, les soignants dans leur inventivité, finalement, il y a eu un regain de réflexion et d'invention dans les soins que je trouve profondément salutaire. C'est-à-dire que le fait que nous nous ne savions pas en mars, en avril, comment nous y prendre avec les visites, avec est-ce qu'on devait hospitaliser, les chambres doubles, les chambres simples, etc. Je trouve que le grand avantage de ça, c'est que ça a pu remettre au devant la réflexion finalement face à chaque situation individuelle de chaque équipe et de chaque soignant, enfin en tout cas de collectif soignant, pour se demander si, au fond, oui, on prend un risque, je l'ai dit tout à l'heure, on prend un risque parce que évidemment le virus circule partout, on ne le voit pas, etc. Mais en même temps, on est dans notre position soignante à faire ça.
Et inversement, peut-être que on prive un peu de liberté sur ce point, mais on va peut-être aussi pouvoir inventer pour limiter cette privation de liberté en prenant un peu de risque, mais en essayant de le mesurer. Et cette espèce de dialectique un peu permanente qui n'était pas enfermée dans des protocoles a un intérêt vraiment, je crois, très important. Et du reste, on peut être assez content. On entend beaucoup de plaintes autour du fait que ça change tout le temps. On ne sait pas s'il faut sortir à tel kilomètre, à telle heure, faire comme ci, faire comme ça. Je pense que justement, dans cette confusion, il y a beaucoup à gagner sur le plan de la réflexion éthique parce que ça nous renvoie à notre propre responsabilité, à notre propre décision en tant que soignant. On ne sait pas en réalité, même aujourd'hui, comment il faut absolument faire dans nos pratiques quotidiennes. Et je me réjouis assez de ce on ne sait pas pour justement inventer quelque chose qui se discute entre équipes et entre soignants et avec les patients et leur entourage. Alors, pour rebondir sur ce que disait Manuel à l'instant, je me félicite aussi juridiquement du fait que ça change régulièrement parce que ça contribue justement à la proportionnalité. C'est normal qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, des chiffres, etc., on fasse évoluer les mesures. Alors, je ne dis pas que toutes les mesures sont bonnes, etc., mais au moins, il y a une réévaluation régulière qui justifie des changements de position. Donc, ça ne me choque pas plus que ça. Alors, pour répondre à la question plus générale de la participation du citoyen, moi, en ces temps de crise, il me paraît, et c'est la théorie des circonstances exceptionnelles, qui donne en fait un pouvoir plus important à l'exécutif pour répondre à une menace ou à l'urgence. Mais la question qui se pose derrière, c'est jusqu'à quel point et pendant combien de temps on peut justement un petit peu limiter, donner plus de pouvoir à l'exécutif pour répondre justement à un besoin, si vous voulez, et puis un petit peu limiter les pouvoirs du Parlement qui est la représentation nationale, donc la représentation des citoyens. Donc c'est la vraie, une question qui se pose derrière tout ça, c'est un état d'urgence, oui. C'est quoi l'urgence et combien de temps on peut rester dans un état d'urgence? Et c'est exactement la même question qui s'est posée pour l'état d'urgence qui avait été mis en place pour répondre au terrorisme. Écoutez, je vous propose qu'on termine sur cet éloge de l'incertitude et de la proportionnalité pour terminer notre échange. Vraiment un grand merci à vous pour la qualité de vos interventions, de vos réflexions, de vos analyses sur cette question-là. Et puis, au grand plaisir de vous retrouver sur d'autres événements de l'espace éthique et d'autres temps d'échange et de réflexion sur des enjeux éthiques. Donc, merci encore. Merci pour votre disponibilité et puis pour nous avoir fait part de vos réflexions et de vos analyses. Très bonne journée à vous et puis au plaisir de vous retrouver alors. À bientôt, au revoir. Au revoir.